Chères auditrices et auditeurs, bien le bonjour. Soyez les bienvenus à l'écoute de Géopocalypse. Dimanche dernier, le 1er juin 2025, l'Ukraine lançait l'opération dite Spiderweb. Conçue par le service de sécurité d'Ukraine, le SBU, sur une période de 18 mois, cette attaque a ciblé 5 bases aériennes russes attaquées par 117 drones kamikazes de type FPV dissimulés dans des conteneurs transportés par des camions banalisés. Ces drones ont été lancés à proximité des bases visées, infligeant des dégâts considérables. Dans l'épisode du jour, nous revenons avec Yoni sur cet événement qui est important dans le cadre du conflit russo-ukrainien, mais qui est aussi intéressant à analyser dans le cadre de l'histoire militaire contemporaine. Ce sera donc le sujet principal de notre discussion du jour avec Yoni. Un épisode assez court, à la bonne franquette, sans vraiment de préparation, mais qu'on a trouvé intéressant de faire quelques jours après cet événement vraiment assez exceptionnel. En vous souhaitant une bonne écoute. Je m'appelle Julien Puertas, vous écoutez Géopocalypse, géopolitique d'un monde en tension. Salut Yoni, Salut Julien, comment vas-tu? ça va, merci et toi? Tranquille, tranquille. On est là pour parler de l'opération Spiderweb qui s'est passée il y a quelques jours en Russie. Je pense que les médias français en ont sûrement pas mal parlé, mais ça serait intéressant de voir avec toi, de faire un point un peu sur ce qui s'est passé et puis les perspectives que tu vois par rapport à ça et puis un peu Hmm. prendre un peu de recul justement, je pense, pour raconter un peu autre chose que ce que les médias ont dû raconter. Ou, Ouais, tu sais, il n'y a pas forcément beaucoup de gens qui sont super calés dans les questions militaires, quoi. en fait, ce qui était Donc, intéressant en France, c'est que après l'opération, je suis allé regarder un peu les médias français en fait. Dans le top 10, il n'y avait rien sur cette opération, oui, alors qu'au fond, c'était quand même un gros truc, mais en France, ça parlait du oui, alors que, PSG, de la météo. ouais, ouais, ouais. Donc, Alors qu'en Finlande, ça faisait le gros titre d'à peu près tous les journaux. ouais, c'est ça. Après, c'est toujours comme ça. C'est un truc dont les Français se rendent pas forcément compte, mais les médias français, les Français en général, sont assez tournés vers la France, dans le sens où qu'il y a dans les infos, c'est que ça touche beaucoup à la France et assez peu à ce qui se passe en dehors, comparé à ce qu'on a dans les petits pays où il se passe rien en interne, du coup on est obligé de regarder ce qui se passe en dehors. Et ça Ouais. se voit dans la culture française, ça se voit un peu sur tout, ça se voit sur même sur les études, par exemple en Finlande et dans plein d'autres pays en Europe, ceux qui font des études de sciences politiques ou de sciences sociales, beaucoup font des études de relations internationales et c'est des études qui sont très prestigieuses et bien vues. Alors qu'en France, si tu regardes les gens qui vont à Sciences Po, même s'ils sont en train de changer petit à petit, mais historiquement, les gens qui vont à Sciences Po, qui vont à l'ENA, etc., c'est pas des gens qui ont fait relations internationales à la base, c'est des gens qui font affaires publiques ou des trucs quand même plus tournés vers l'intérieur un petit peu comparé aux relations internationales. Et après, peut-être, après l'ENA, ils vont faire quand même des relations internationales ou être diplomates ou autre. Mais c'est juste que en France, les relations internationales sont pas forcément le truc le plus. Non, c'est pas le cœur du truc, non. Ça existe, et ça vient petit à petit, mais c'est pas le truc, et ça se voit du coup, parce que dans les infos, ça parle du PSG au lieu de parler de. Et je dis pas, hein, le PSG, c'est un gros truc, mais c'est Ouais, pas ça après s'est passé en bon, le Russie, PSG, c'est on pas n'est pas grand là pour chose. parler de ça, surtout qu'en plus moi je suis pour Marseille, mais bon, c'est vrai que ça faisait plus de 30 ans qu'un club français n'avait pas gagné une Coupe d'Europe, bon, Ouais, non, c'est cool, voilà quoi. mais du coup, ouais, non, ça parlait que de ça, et ouais, ce qui s'est passé, c'est que là, ça va faire 3 mois bientôt que l'Ukraine a accepté le cessez-le-feu de Trump, mais sans l'appliquer, puisque la Russie ne l'accepte pas. Et que Trump essaie de trouver des excuses à chaque fois pour la Russie. Lui, il leur redonne à chaque fois 2 semaines, 2 semaines, 2 semaines, parce qu'il a vraiment pas envie de les sanctionner, alors qu'à la base, il avait promis que s'ils acceptent pas de faire la paix, ben, il va les sanctionner, il va armer l'Ukraine, mais il le fait pas. Et l'Ukraine, ça fait un moment qu'ils essayent d'être gentils avec Trump et d'attendre, mais ils ont quand même beaucoup d'opérations qui sont planifiées depuis longtemps, parce que c'est un pays qui, malgré plusieurs erreurs pendant cette guerre, a quand même fait beaucoup de bonnes choses aussi et réussi beaucoup de choses. Et leurs services de renseignement militaire sont plutôt bons. Et ils ont réussi beaucoup d'opérations. Et du coup, ils ont constamment des opérations en préparation. Et là, ce qu'on a vu il y a quelques jours, c'est cette opération Spiderweb, qui est une opération
vraiment un truc qui marque l'histoire des opérations militaires. C'est la première fois qu'on a une opération de ce type-là et ça va marquer. C'est vraiment une grosse réussite ukrainienne, mais ça va aussi marquer un peu le début des opérations clandestines avec des drones FPV qui vont être utilisés aussi par les terroristes, etc. dans le futur. Et ça va être très problématique Hmm. parce que c'est facile à acheter et c'est facile à cacher. Ça prend pas beaucoup d'espace. Et du coup, c'est très dangereux et ça va poser problème. Mais après, c'est pas de la faute de l'Ukraine que ça va être le cas. C'est juste que c'est la technologie et ça va dans ce sens. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que depuis 18 mois, l'Ukraine préparait une opération avec comme but de frapper les bombardiers stratégiques russes que les Russes utilisent constamment pour frapper l'Ukraine. Même quasi à chaque fois que je vais en Ukraine, Kiev se prend des missiles de croisière, parfois des missiles balistiques comme la dernière fois, et souvent des drones. Mais quand ils reçoivent des missiles, quand ils se prennent des missiles de croisière, c'est ces bombardiers stratégiques qui les envoient, qui partent de Mourmansk et d'autres endroits. Ils volent, ils sont loin, ils sont à 1000, 2000, 3000 km de l'Ukraine quand ils partent et ils s'approchent un petit peu. Ensuite, ils envoient des missiles de croisière et ils repartent tranquillement sans risquer de se faire abattre parce qu'ils sont tellement loin de l'Ukraine. Ouais. Et, On voyait bien qu'ils se et du sentaient pas du tout en danger, quoi, hein. Ouais, ouais, non, ils se sentaient pas du tout en danger. Et depuis, il y a eu pas mal de théories du complot par les pro-russes qui disent que la Russie devait les garder dehors à cause des traités nucléaires et tout ça, mais c'est pas vrai déjà. Déjà, c'est pas vrai. New Start, par exemple, la Russie n'est plus dedans, donc déjà, c'est pas vrai. Ils sont retirés de ça, mais en plus de ça, euh, Allez, il y a les garder dehors, quoi, pour qu'ils soient non, mais c'est véritables, une théorie du comptables. complot, c'est pas vrai du tout. Il y a Ouais, mais pas, comme d'habitude, il quoi. y a aucun besoin de faire ça. En fait, il faut juste être prêt à être inspecté si jamais des inspecteurs arrivent, mais t'as pas besoin de les avoir dehors. C'est une excuse des Russes et des pro-russes pour éviter Les l'humiliation. inspecteurs, c'est qui? C'est des inspecteurs du traité, je sais pas par qui ils sont employés, je sais pas si c'est chez les Nations Unies ou je sais pas, Ouais, j'invente, mais d'accord. c'est D'accord, d'accord. quelqu'un qui, c'est des inspecteurs qui viennent probablement pas souvent, mais qui viennent regarder que c'est respecté, Mais la Russie se plairait encore à ça dans les non, conditions mais de toute façon, la actuelles? Russie n'est plus dedans. La Russie n'est Ouais, plus donc dans Star voilà. depuis Ouais, 2023, je crois, si je me souviens bien. ouais. Donc, il n'y a pas de. C'est une excuse de. C'est vraiment n'importe quoi, mais c'est pas grave. Mais du coup, ce qui s'est passé, c'est que l'Ukraine, pendant 18 mois, a préparé des camions pour que ces camions aient des sortes de conteneurs à l'intérieur avec des drones qui peuvent être guidés de loin. Et, ils ont fait conduire des chauffeurs russes. Ils leur ont Ouais. donné des coordonnées où ils devaient aller. En fait, ils sont allés à 4 ou 5 bases. Il y a beaucoup d'informations. On ne sait pas vraiment à 100% ce qui est vrai ou pas, mais 4 ou 5 bases qui sont loin de l'Ukraine et qui ont des bombardiers stratégiques et des AWACS. Ces camions se sont arrêtés à quelques kilomètres. Et en fait, automatiquement, le toit du camion s'est ouvert, Ouais. enfin le toit du conteneur, et les drones sont partis. Et ces drones sont allés frapper euh, l'aviation russe. Du coup, ces bombardiers, c'est quelque chose d'assez incroyable parce que c'est une opération, c'est des trucs qui sont quand même très protégés par la Russie et très importants pour eux parce que ça fait partie de leur capacité nucléaire, mais ça fait aussi partie de leur façon de frapper les cibles ennemies avec des missiles de croisière. Et si jamais un jour il y a une guerre entre l'Ouest et la Russie, ben, ça sera avec ça que ça, Ouais. enfin, c'est avec ça qu'ils vont envoyer des missiles de Ce sera croisière plus sur avec nous. Donc, ceux-là qui se sont fait dégommer. c'est ça. Et c'est des trucs qui sont plus produits actuellement, en tout Ouais. cas pour certains des modèles. Beaucoup Et sont quoi? Sont les plus vieux modèles, j'ai regardé, ça date des années, fin des années 50, des années 60, c'est certains, des vieux ouais, trucs, mais là, les vieux les Tupolev, là. États-Unis utilisent encore aussi des vieux parce que ça, en fait, ce faut se rendre compte, c'est un peu comme une arbalète ou quelque chose. En gros, ce qui compte là-dessus, c'est plus le missile de croisière qui Mhm. part que l'avion. L'avion, il sert juste à le porter pour qu'il soit à distance et à l'envoyer. Mais t'as pas besoin d'avoir un. Tant que le bombardier a capacité pour transporter et que ses missiles sont intégrés dessus, ça n'a pas besoin d'être nouveau. Il faut juste qu'il y ait une capacité de porter beaucoup de missiles de croisière. Et du coup, les vieux modèles vont pas être remplacés parce qu'ils les produisent plus depuis longtemps. Et on ne sait pas combien Et en ont été refaire des nouveaux, quoi détruits. qu'il arrive, c'est très très cher, long, etc., quoi. C'est ça, c'est ça. Et les Russes, au début, ont tenté de minimiser et nier parce que c'est vraiment honteux pour eux. C'est vraiment un scandale. Et les Ukrainiens ont dit qu'ils ont détruit 40 avions. La réalité, en général, est entre les deux, même si l'Ukraine ment moins que les Russes. Mais l'Ukraine, probablement, quand ils disent 40, ils comptent probablement
tous ceux qui ont été visés ou tous ceux qui ont été endommagés, Hmm. mais il y en a certains ont été endommagés sans forcément être détruits. Mais au lendemain de l'opération, on avait, je crois, des images de 12 avions détruits, confirmées par image. Mais après, on sait qu'il y a plus d'avions qui ont été détruits. Mais ce qui est Ouais. marrant, c'est que c'est toujours le même schéma avec les Russes, parce que c'est un pays où le mensonge et la réalité sont plus subjectives et plus subjectives que dans les pays de l'Ouest. Et c'est un pays qui ment toujours. Ce qui s'est passé, c'est que les Russes, ils ont menti comme d'habitude et ils ont dit non, il se passe rien. Mais les Ukrainiens, comme ils utilisaient des drones, bah, en fait, ils avaient accès aux images de ces drones et ils les publient petit à petit. Ouais. Et du coup, on a les images des aéroports en train de brûler avec les drones qui attaquent. Et c'est une humiliation de plus pour la Russie, en plus d'affaiblir ses capacités à ce niveau-là. À court terme, ça Et, va et- avoir zéro et- impact sur le front. ouais, Dis-moi. mais je t'interromps, mais tu penses que c'est le genre d'affront comme ça ou d'énormes trucs qui peut, si déjà au sein du gouvernement russe ou au sein de l'état-major de l'armée ou au sein de tout ça, il y a déjà des luttes de pouvoir dont certains parlent ou des choses comme ça ou des problèmes parce que voilà, parce que les problèmes s'accumulent. Est-ce que tu penses que ça peut être le genre d'événement qui peut déclencher quelque chose d'autre? J'imagine que c'est dur à savoir, mais c'est pas inenvisageable. C'est le genre de truc qui, seul, ne va pas changer grand-chose sur Mhm. ça. En général, quand il y a quelque chose qui se passe en interne, ça nous surprend toujours. On sait que la Russie est plus faible que ce qu'elle laisse entendre et on sait qu'il y a des problèmes et on Oui, bah sait on qu'il y a n'oublie pas des. le coup d'État avorté de Prigojine. Enfin, C'est on ça. parle Mais quand c'est même le d'un genre de pays où truc. il y a eu ça comme truc et on dirait que les gens l'ont déjà oublié, quoi. C'est ça. Et du C'est coup, dingue. un jour, le régime va se péter la gueule, mais ça peut être demain ou ça peut être dans un an ou dans 3 ans, mais ça va nous surprendre, Ou dans quoi 10 qu'il arrive. malheureusement dans 10 ou dans 15 quoi. Ouais. C'est ça. Avec le recul, il n'y aura pas de surprise, mais sur le coup, ça surprend toujours. C'est pas une opération comme ça qui va changer grand-chose. Et depuis, l'Ukraine a frappé aussi le pont de Kerch. Ouais. Et c'est la troisième fois que l'Ukraine frappe ce pont. Mais ça, tu dis que c'est Même plutôt si, symbolique qu'autre chose, quoi. ouais, c'est moins important de nos jours parce qu'il y a des lignes de logistique au bord de la mer d'Azov. Et du coup, la Russie a deux, trois lignes logistiques, alors qu'à l'époque, elle en avait qu'une pour le sud. Et du coup, c'est moins. C'est moins Ils crucial. dépendent beaucoup moins de ça. Mais des humiliations, il y en a eu beaucoup. Les Russes, ils sont pas forcément très intéressés. Le Russe lambda, et ça s'est vu d'ailleurs pendant la tentative de coup de Prigojine. Prigojine, il a pris une ville d'1 million d'habitants, parce que Ouais. la Russie a été incapable d'envahir pendant la guerre en Ukraine. Ils ont envahi aucune ville de cette taille. Et Prigojine, il a pris en une journée comme ça, il a pris Rostov. Et les Ouais. gens à Rostov, ils venaient prendre des photos avec lui. Ouais, ouais, il y Parce a que eu les aucune Russes, résistance, il y a eu rien, quoi. vraiment rien, mais c'est parce que les Russes, en fait, ils acceptent l'idée qu'il y a un leader puissant qui les mène et ils n'ont pas forcément beaucoup d'amour pour ce leader, mais ils l'acceptent et du coup, une fois qu'il change, ils acceptent le prochain. Et du coup, les gens, quand ils ont vu Prigojine, ils se sont dit, bah, ok, ça va peut-être être lui et ils n'ont rien fait. Parce qu'au fond, Poutine, pendant son temps au pouvoir, mais l'URSS a fait la même chose à l'époque, Hmm. il a tout fait pour que les gens deviennent des sortes de zombies qui veulent juste vivre leur vie et qui acceptent le système en place il y a une sorte de contrat social entre Poutine et les Russes Ouais. qui ne tient plus depuis qu'il y a la guerre. Mais avant la guerre, c'était que en gros, la Russie s'enrichit et il y a du travail pour tout le monde et la sécurité s'améliore petit à petit. En échange, Poutine, il peut voler autant qu'il veut et faire ce qu'il veut Ouais. et faire sa vie. Mais maintenant, il y a la guerre et ça tient plus trop. Et Non, c'est pour ça, ça c'est tient un peu plus. compliqué. Ça tient plus. Et J'ai entendu écoute, je te présente ça aussi comme ça, tu me dis ce que t'en penses. J'ai entendu certains analystes qui parlent de la Russie, notamment des Russes, donc des Russes tu vois, de la diaspora qui sont pas pour Poutine, donc toujours à prendre aussi avec des pincettes ce que les gens disent, parce que les gens ont des attentes et tout ça, enfin c'est compliqué. Mais il y a pas mal de gens en Russie qui parlent que c'est possible qu'on commence à rentrer un peu, que le régime de Poutine est un peu en train de rentrer dans sa dernière phase. Encore une fois, en disant ça, ça peut être une phase qui peut durer plusieurs années, hein. Je dis pas ça, mais ouais, où en gros, il va encore resserrer la vis. Il risque de vouloir resserrer les vis au niveau de la production, au niveau de l'agriculture, au niveau évidemment des libertés individuelles, de encore plus limiter
Même des gens disent que bientôt, ce qui est possible aussi, c'est que les Russes n'aient plus la possibilité de sortir de Russie, quoi. Que ça devienne extrêmement compliqué pour la personne lambda, des choses comme ça. Est-ce que toi, t'entends parler un peu de tout ça? Est-ce que ça t'intéresse? Est-ce Non, que ça du tout, t'intéresse pas du plus que tout, ça? du tout. Hmm. Non, le truc, c'est que les gens ont toujours des analyses et ils ont des attentes énormes, mais Ouais, qui valent rien et qui sont basées sur rien. Les gens sont des idiots en général qui essaient de s'accrocher à tout espoir, mais ça fait 20 ans que les gens pensent que c'est le dernier moment. À chaque fois qu'il y a quelque chose, chaque fois qu'il y a une crise, les gens croient hmm. que maintenant c'est la fin. Mais pendant cette guerre, j'ai entendu 1000 fois que c'est la fin de Poutine et c'est pas la fin de Poutine. Ça peut être la fin de Mais Poutine, je te dis pas mais spécialement la fin de Poutine tout de suite, hein, mais au moins non, non, mais je veux dire, ça Que vaut rien Poutine de dire qu'on rentrerait, que Poutine serait prêt à encore plus rentrer dans une phase, on va dire, il y si a rien qui va dans ce possible. sens. Il y a rien qui va dans ce T'as sens. pas d'infos qui te permettent d'aller dans ce sens. Non, du tout, du tout. Ok. Ça, il n'y a pas eu de changement récent sur la ligne. Et d'ailleurs, la Russie a plutôt laissé les gens partir parce qu'ils se sont dit c'est plus facile et ça, comme ça, les gens s'énervent moins. Ils ont laissé pendant la guerre, ils ont laissé beaucoup de gens partir du Ouais. pays. Ouais, ouais. Ils n'ont pas lancé de nouvelles mobilisations comme celle de 2022 depuis, parce qu'ils ont recruté. Et ils ont tout fait pour pas froisser les gens Hmm. à ce niveau-là, même si ça reste une dictature, bien sûr, et ils arrêtent les gens qui sont contre la guerre. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le passé, on peut mettre le passé de Poutine en phase et expliquer ça en utilisant des sortes de chapitres de son Mhm. règne. Mais le futur, on peut pas et c'est impossible et ça a aucun sens de tenter parce que ça vaut rien et on a 99% de chances de se tromper. D'accord. Donc c'est pas utile, c'est se donner des faux espoirs. Le jour où il va tomber, ça peut être demain, ça peut être dans un mois, ça peut être dans 10 mois, ça peut être dans 30 ans. Tout est possible. Pas 30 ans parce qu'il va pas vivre aussi longtemps, mais il y a pas de le jour où ça va arriver, on va tous être surpris parce qu'on s'attendait pas à ce que ce soit ce jour-là. Mais après, ça aura un sens que ça arrive parce que forcément, ça tient pas trop son truc. Mais après, Poutine, s'il y a un truc où il a été bon, c'est qu'il a été plutôt bon pour renforcer son pouvoir et centraliser le pouvoir. Comme j'ai déjà expliqué dans le passé, il y a plusieurs services de renseignement en Russie qui sont en compétition les uns avec les autres. Il y a Ouais. plusieurs Et armées. Et- on en a assez peu parlé. ouais, D'ailleurs, il faudrait qu'on en parle plus un jour. Il faudrait qu'on fasse on un. pourra en parler une fois Ouais. dans un épisode, mais il y a des, en Russie, il y a la Roxvardia, qui est une sorte de CRS, la gendarmerie, qui est la milice privée de Poutine qui sert à défendre le régime Ouais. et qui ne participe pas trop à la guerre. Elle envoie quelques hommes, mais la plus grosse partie de la Roxvardia, elle sert à casser du russe, quoi. Le but, c'est si les Russes commencent à manifester contre Poutine, ils envoient ces 400 000 hommes, Ouais. les tabasser et les tuer. C'est une sorte de Et du coup, CRS back russe, quoi. c'est ça. Donc, Et sous donc, il y a stéroïdes. ça. Il y a plusieurs PMC, plusieurs armées privées, dont Wagner à l'époque, mais il y en a Hmm. d'autres. Et ensuite, il y a plusieurs services, plusieurs branches dans l'armée qui sont aussi en compétition les uns avec les autres. Et il y a l'administration présidentielle, il y a plein de trucs et tout le monde est un peu en compétition les uns avec les autres, justement pour éviter qu'une personne ait la capacité de prendre le pouvoir. Et c'est pour ça que c'est compliqué. Il n'y a pas beaucoup de gens en Russie qui seraient capables de renverser Poutine. Ouais, Peut-être bah, pas on s'en rend bien Khrouchtchev. compte. Parce qu'il y en a bien qui doivent avoir envie, hein. Ouais, il doit y en avoir, il doit y en avoir. Mais après, les Russes sont quand même un peuple d'esclaves au fond. C'est un peuple qui a toujours été, ça a toujours été des esclaves avec un leader qui leur marche dessus Ouais. et eux qui en redemandent. Et du coup, la plupart des Russes, même des hauts placés, sont plutôt contents du système en place. Ceux qui, dans le sens, pas dans le sens, ils ont des standards vraiment très bas parce qu'ils n'ont jamais vraiment connu la vraie démocratie, ils n'ont jamais connu la liberté. Bah ouais. Les seules petites phases de démocratie, c'était un bordel total parce que le passage de dictature à démocratie, c'est un passage compliqué. Et du coup, comme ils n'ont jamais vraiment connu quoi que ce soit de normal, ils ont des standards très bas et du coup, le russe lambda, il va dire que comparé aux années 90 sous Poutine, c'est safe. Et du coup, il est content, il va être content, il va dire ben, c'est bien, du coup, on va pas le renverser parce qu'on ne sait pas, le prochain, il pourrait être pire. Et c'est pour ça, les gens sont ni fans de Poutine, mais ni anti-Poutine en même temps parce ils ont des standards bas. Si tu t'es fait battre toute ta vie et qu'il y a quelqu'un qui vient et qui te bat un peu moins, ben, tu trouveras que cette personne est sympa. Alors qu'en réalité, c'est pas normal ce qui se passe. Hmm. Ben là, c'est pareil. Les gens ont des Ouais, ouais, standards non, mais très les très bas. standards sont tellement bas. Bah oui, puis Après l'URSS et les tsars, et en Poutine, il plus, passe le pour modèle quelqu'un de. occidental, même si il a des difficultés à plein de niveaux, comme il est vu comme un danger, ils font tout pour
C'est ça, pour il y a le, une pour le, pour le propagande et une critiquer éducation. et Ouais, pour le, même pour le caricaturer, quoi. c'est À ça. Et l'extérieur et vers nous aussi, mais ça, c'est encore un autre débat. ouais, ouais, non, c'est pour ça, c'est pas. Mais du coup, pour revenir à l'opération, c'est une opération qui a un impact énorme sur l'Europe, parce qu'un jour, s'il y a une guerre entre l'Europe et le reste de l'Europe et la Russie, dans ce cas-là, la Russie aura moins de capacité de frappe sur nous avec des missiles de croisière, et ça, c'est très bon, même pour l'économie russe, c'est une mauvaise chose de s'être fait détruire les avions, etc. Donc ça, c'est une bonne chose. Sur Et puis en l'Ukraine, plus, là, l'impact est assez la mineur. paranoïa et toutes les mesures qu'ils vont mettre en place maintenant, c'est intéressant aussi parce que ça va ralentir, ça va faire de la bureaucratie en Ouais, plus. Ça c'est ça, va, c'est ça. les chaînes Et d'approvisionnement vont être plus compliquées. Enfin, ouais, voilà. tout va être un peu. C'est un des avantages de cette opération. Donc il y a ce côté-là qui est bien, c'est que ça coûte de l'argent à la Russie et ça rend leur organisation plus difficile et ça rend le système interne plus paranoïaque. Mais après, l'autre avantage, c'est que ces missiles de croisière sont utilisés pour frapper les villes ukrainiennes et les civils dans ces villes. Ouais. Et la Russie utilise, comme dit, beaucoup de drones et beaucoup de missiles balistiques aussi. Donc ils vont continuer à frapper les civils, mais ils vont peut-être en total pouvoir les frapper un petit peu moins grâce à cette opération. Et aussi, ils utilisent des missiles de croisière pour frapper l'infrastructure énergétique ukrainienne et aussi pour frapper les bases ukrainiennes, les bases militaires et les endroits où les entrepôts où l'Ukraine a son matériel militaire. Parce que la Russie frappe beaucoup les civils, mais elle frappe quand même aussi le militaire. Et du coup, à ce niveau-là, ça peut avoir un petit impact sur le front à long terme, petit à petit, parce que s'il y a un peu moins de frappes réussies, ben, c'est toujours mieux. Ouais. Mais l'impact est plus gros limite sur l'OTAN, l'Europe, l'Ouest en général que sur l'Ukraine dans ce truc. Et aussi énorme défaite de prestige et énorme défaite pour... bon, comme ils ont perdu, d'après rumeur, ils ont perdu 2 A-50. C'est les AWACS, c'est les avions qui leur permettent, c'est un peu un radar volant en gros, c'est les avions qui leur permettent de voir ce qui se passe, où sont les systèmes antiaériens de l'ennemi et où sont et quand il y a des missiles ou des avions ennemis qui sont en train de voler, etc., ils peuvent tout voir grâce à ces avions. Hmm. Et l'Ukraine en a déjà abattu 2, et là, ils en auraient détruit 2. Et du coup, la Russie n'en a peut-être pas beaucoup et ils en produisent plus. Ouais, en gros, c'est des avions radars et des centres de commande qui leur permettent, s'il y a une guerre nucléaire, par exemple, c'est eux qui voient où les missiles nucléaires ennemis sont en train de voler, ou c'est un peu le centre de commandement en l'air qui permet de tout voir sur ce qui se passe. Tu peux opérer militairement sans avoir des AWACS, mais ça aide d'en avoir parce que ça. Et d'ailleurs, ça s'est vu entre l'Inde et le Pakistan. Le Pakistan a des AWACS suédois et ça les a beaucoup aidés pendant leur combat contre l'Inde. Mais la Russie, du coup, n'a quasi plus d'AWACS actuellement. Et ça, c'est un gros problème pour eux parce que si un jour ils veulent faire une guerre nucléaire avec les pays de l'Ouest, ou même une guerre en général, ils ont encore leur radar au sol, et ils ont encore leurs avions de chasse, etc. Mais ils ont moins une vision globale des choses parce qu'ils n'ont pas d'AWACS en l'air. Et Hmm. un pays comme la Russie, comme c'est un gros pays, ils ont besoin de pas mal d'AWACS s'ils veulent vraiment opérer. Ils en ont combien, Et tu penses, à peu près? actuellement, Hmm. si je devais deviner, ils en ont entre 1 et 3 Ah ouais, donc c'est pas qui énorme, quoi. fonctionnent. Ils doivent en avoir peut-être 5 ou 6 en total, mais tu les as jamais tous en service parce qu'il y Il y a en a qui sont en mauvais des état, réparations, vieux. etc., etc. C'est ça. Ouais. Mais Si je là, devais et donc deviner, là, ils en ont entre 1 et ils en 3. ont dégommé deux. Et ça, Ils c'est en ont dégommé confirmé? 2 et l'Ukraine en avait déjà abattu 2 dans le passé pendant cette C'est guerre. confirmé? Les 2 abattus à l'époque, ils sont confirmés, et ceux détruits maintenant. En fait, les sources russes le disent sur Ok. Telegram. Les sources russes sont énervées et disent qu'il y en a 2 qui ont été détruits. Et des journalistes qui habitent à Kiev ont vu les images, mais les images n'ont pas été publiées. Mais des Ok, donc journalistes, des gens fiables, ont... on peut penser que ça a eu lieu, quoi. Ouais, Ah ouais, donc à ce ça a été niveau-là, fait que... ils ont vraiment pris cher, quoi, parce que, Ouais, ouais. ouais. Ouais, non, c'est des trucs qui valent de nos jours. À l'époque, je sais pas, quand ils ont acheté, ça devait valoir moins, mais de nos jours, ça m'étonnerait pas que ça doit valoir quelques centaines de millions par avion. Ouais, ouais. Donc, c'est un gros truc. Et il faut Mais qu'ils en rachètent, quoi, et ils donc peuvent pas en racheter vraiment. ils savent les construire, ça? Non, non. Bon, les Suédois, ils Et leur vendront pas, je pense. non, et les Suédois, c'est pas pareil parce que les avions suédois, c'est des avions, c'est plus petit, c'est moins. On va dire que c'est des mini AWACS, les trucs suédois, c'est des trucs un peu moins complexes, un peu plus petits.
de très haute qualité, mais c'est pas tout à fait la même chose. Mais les AWACS russes, là, les A50, c'est vraiment des gros AWACS avec de grosses capacités. Ouais. Et ça, ils peuvent plus les faire actuellement, ils savent pas les faire, donc et ils n'ont pas forcément accès aux pièces à cause des sanctions, parce qu'il y a des components qui viennent de tout pays, donc mais pas de Ouais. Russie. Donc, Mm. théoriquement, la Chine peut peut-être leur faire des AWACS et les vendre, mais quoi qu'il arrive, ça va leur coûter de l'argent et ça va leur prendre du Ouais, puis temps c'est et pas ça un va coup de être baguette arrivé. magique, quoi. Quoi qu'il arrive, c'est pas un coup de Non, non, baguette magique. non, Ouais, non, ouais. non, clairement pas. Ouais, on C'est se rend pas. déjà compte avec des matériels technologiques civils, quand on suit un peu les nouvelles inventions pour des petits trucs de civils, tu vois, des petits vélos électriques, de machins comme ça, on se rend compte déjà de la complexité des chaînes à mettre en place et de Ouais, tout, dans le monde d'aujourd'hui, à quel point tu as besoin de trucs qui viennent des quatre coins du monde et d'assemblage ouais, ouais. c'est hyper compliqué. Non, Alors j'imagine c'est pour ce genre de compliqué. trucs-là, C'est ça, et si tu dois en construire plusieurs en plus, c'est vraiment compliqué. Et en plus, il y a un manque de main-d'œuvre et tous les gens que tu mets là-dessus, ben, c'est ça en moins sur d'autres productions. Donc, et ouais, c'est pas facile pour les Russes. Mais du coup, belle opération, opération réussie. Et on n'aura probablement jamais tous les détails sur toute l'opération, mais vraiment une grosse réussite. C'est un truc. Les, les pro-russes et les Russes sont vraiment en dèche actuellement à cause de ça. Ils sont pas contents. Et là, il nous ouais, reste quelques minutes. Et du coup, j'aimerais juste, avant la fin, encore parler des autres actualités parce que il s'est passé ça en Ukraine et c'est un gros truc. Mais comme dit, ça n'a pas un impact direct sur le front. C'est une belle opération. Symboliquement, c'est énorme. Et ça a posé problème à la Russie. Mais ça a posé des problèmes à la Russie, mais ça n'a pas d'impact tout de suite. sur le front, Et par peu, contre, ouais. des choses qui ont un impact tout de suite, il y a eu les élections en Pologne. Oui, Et c'est Nawrocki qui a gagné. Nawrocki, c'est quelqu'un qui est très anti-Ukraine et plutôt anti-UE, oui, mais qui est aussi anti-russe. Ce que beaucoup de gens comprennent pas, c'est que tu peux être anti-russe et quand même être un idiot utile qui sert à la Russie, ce qui est son cas. Les Russes soutiennent énormément Nawrocki et ont envoyé tous leurs agents possibles, Simeon, Orban, etc., pour le soutenir. bah ouais. Parce que, pour lui, comme il est un populiste d'extrême droite, très polarisant, qui est anti-Ukraine, anti-UE, c'est exactement ce dont la Russie a besoin. Et du coup, c'est parfait pour eux et ils ont voté pour lui. Mais après, donc c'est une mauvaise chose que lui, il a été élu. Mais en même temps, c'est une continuation parce que le parti qui l'a soutenu, c'est PiS. C'est le parti du président actuel, Duda. Donc c'est juste on va dire que c'est une continuation, mais en un peu pire de Duda. Donc il y a pas d'énormes inquiétudes et il y a quand même un gouvernement en place en Pologne Ouais, et le qui est pas président tout a un pouvoir parfait. limité en Pologne. C'est ça, mais après en fait c'est quelqu'un qui peut embêter. C'est Oui, quelqu'un qui peut mettre des bâtons dans les roues et qui peut poser des problèmes. Mais après, un dernier point encore sur la Pologne, c'est que la Pologne c'est un pays qui a énormément fait au début de la guerre pour aider l'Ukraine. ouais. Mais une fois que la situation était calmée et qu'il y avait plus de risque que la Russie réussisse son coup, à partir de ce moment-là, la Pologne a quand même bien moins fait. Et ça veut pas dire qu'ils font pas, ils aident encore, hein, et c'est un pays qui a accueilli énormément de réfugiés, même si ça les aide aussi économiquement, mais c'est un pays qui a beaucoup fait pour l'Ukraine. Et vraiment, au début, c'est la première année, c'est eux probablement qui ont le plus aidé Mhm. en tout cas en nombre de tanks et trucs comme ça. Et c'est eux, ils ont envoyé en premier les avions de chasse et tout ça. Ils ont vraiment fait beaucoup de choses pour l'Ukraine. Mais actuellement, c'est un pays qui fait pas grand-chose, donc l'impact est pas énorme. Après, s'ils veulent jouer au con, ils peuvent bloquer les frontières un peu et tout ça, mais on va voir comment ça se passe. L'Ukraine a bien joué son coup. Ils n'ont pas soutenu un des deux. Ils n'ont pas ouvertement trop soutenu l'autre candidat parce qu'ils savaient que si Ça Navrojski va est être, élu, il ouais. faudra faire avec. Donc, comme aux États-Unis à l'époque avec Trump et Biden. Donc ça devrait pas avoir un impact énorme sur l'Ukraine, mais c'est pas forcément c'est pas forcément une bonne nouvelle parce qu'on était un peu sur un streak où les populistes que la Russie aime bien avaient perdu pas mal d'élections, même Ouais, ils en avaient si gagné un moment, puis là, ils avaient perdu un petit c'est ça, peu, là. Notamment la parce Roumanie, que on n'a pas parlé parce qu'on n'a pas fait d'épisode à ce moment-là, mais c'est c'est vrai qu'en ça. Roumanie, ça semblait très très mal parti. Ils ont Très très perdu mal en parti Roumanie, ils ont pour le perdu en candidat Allemagne. pro-UE, quoi. C'est ça, ils ont perdu en Allemagne. La AfD a fait un gros score, mais ils ont fait un score bien moins gros que ce qu'ils espéraient faire. Et le Ouais. BSV, qui est le parti d'extrême gauche pro-russe, n'a pas réussi à rentrer au Parlement, enfin à rester au Parlement.
Ils ont eu moins de 5%, donc ça, c'était une grosse défaite pour les Russes. Pareil, et pour Elon Musk, etc., et toutes les sous-merdes qui existent sur Terre. Et pareil, en France, le RN aux élections législatives de l'an dernier n'a pas réussi. Tout le monde s'attendait à une énorme victoire du RN. Et en fait, non, ils ont pas réussi. Et après ça, avant ça, il y avait le Royaume-Uni aussi, où c'est Labour qui a gagné largement. Et les réformes, le parti que Poutine soutient, n'a pas trop réussi non plus. Donc, et Mélanie, qui a quand même un gouvernement avec beaucoup de poutinistes dedans, et un gouvernement d'extrême droite, même si elle n'est pas poutiniste, c'est un gouvernement qui n'a pas fait trop plaisir à la Russie non plus. Ils ont pas été très pro-russes, ils ont été plutôt pro-Ukraine. Donc, au fond, il y a beaucoup de défaites pour les poutinistes en Europe, même si on parle toujours de leur victoire et du risque, parce qu'on s'inquiète, mais il y a eu beaucoup de défaites pour eux aussi. Ouais, ouais. Et du coup, Et cette je pense victoire en Pologne, qu'immanquablement, le fait leur défaite militaire et tout ça, ça joue aussi parce que les ouais, gens aiment pas, dans ce cas-là, t'aimes pas miser sur. Ça inspire pas confiance du tout, quoi. Je veux dire, ouais. Après, les gens ne comprennent pas forcément qu'en votant AfD, ils votent pour Poutine. oui. C'est pas forcément clair dans la tête des gens. Et Bah d'ailleurs, non, comme ça dit on s'en doute, Navrojsky, parce que par je pense exemple, que sinon il y aurait moins de votes, hein. c'est Mais vrai. malgré tout. Mais bon. Et comme dit en Pologne, par exemple, les Polonais, ils se rendent pas du tout compte que Poutine soutenait Navrojsky. C'est pas Hmm. parce que Navrojsky, il y a un avis de recherche sur lui en Russie parce qu'il avait enlevé des monuments de l'URSS, enfin de l'époque soviétique, Ouais, etc. Donc ouais, ouais. quelqu'un et c'est pas quelqu'un de pro-russe, comme dit. Quelqu'un qui est populiste et qui divise la société sert à la Russie. Bah oui, oui, c'est ça en Et fait. du Ça coup, marche dans un les sens, mais Russes pas le dans l'autre en soutiennent. fait. C'est ça. Et Mais il est que pas. C'est le candidat, c'est l'idiot utile de la Russie, mais il est pas pro-russe et il si on aime a pas la des Russie. doutes sur le fait que parfois, par X ou Y intermédiaire, la Russie, tu vois, finance des assos, certaines assos, on va dire, style Greenpeace ou dans ce délire-là, par exemple, ou Hmm, les Amis de la Terre ou n'importe quoi, par des moyens plus ou hmm. moins directs ou détournés, on se doute bien que c'est pas par affinité écologique, hein. Non, non, clairement, ils Et sont voilà, totalement contre eux, mais c'est parce qu'ils y voient un intérêt à, ils jettent de l'huile à, sur à le feu. diviser. Ouais, c'est ça. Ils essaient de soutenir tous les mouvements extrémistes et tous les mouvements qui polarisent la société, de manière directe ou indirecte, à travers leurs bots, etc., et financièrement. Et, euh, et dans ces mouvements, la plupart des gens ne sont pas pro-russes du tout. Mais c'est comme ça que ça marche avec les Russes. Et comme dit, les gens qui ont voté Navrojsky ne se rendent pas compte que c'est le candidat qui était soutenu par la Russie. Mais c'est assez facile à voir parce que, comme dit Orban, Simeon, Christine Noem, Jack Posobiec, tous les traîtres pro-russes de l'Ouest étaient derrière Navrojsky, et c'est pas un hasard. Si Navrojsky était vraiment si anti-russe que ça, il n'aurait pas voulu être soutenu par ces gens, il n'aurait pas pris Simeon sur scène avec lui pendant sa campagne, donc Bah oui, c'est clair. il a joué dessus. Voilà, et les Polonais, s'il y a des Polonais qui écoutent et qui ont voté Navrojsky, ils sont pas contents, mais c'est la vie, c'est comme ça. Je suis en contact avec beaucoup de Polonais et Bah, de moi gens aussi, qui en plus, on a pas mal de et, contacts polonais tous les deux, donc c'est ça, c'est quelque chose que la plupart des Polonais, on ils se aime rendent pas beaucoup du les tout compte. Polonais par ailleurs, c'est des gens souvent On très très adore la Pologne sympas, et je veux y et aller la là. Pologne, mais c'est vrai que voilà, là, c'est pas un bon coup qu'ils nous font. Non, et à Et chaque fois, pas, et ils se rendent pas non plus service à eux-mêmes, malheureusement, je pense. non, ils se rendent pas compte de ce qui se passe parce que la plupart des Polonais ne sont absolument pas au courant que Navrojsky est l'idiot utile de la Russie, parce qu'il est pas pro-russe et du coup, ils s'en rendent pas compte. Ouais. Mais voilà. Mais ouais, Mais comme en toujours, tout cas, vigilance, vigilance. ouais. Mais très bon pays et la soupe flaki en Pologne est très bonne et je vais encore retourner en Pologne à mon prochain convoi en juillet et rester un peu à Varsovie en rentrant et c'est très cool la Pologne. Carrément, Mais ils votent un peu mal, mais c'est comme ça. C'est comme c'est ça. comme ça. Écoute, Yoni, je te remercie pour ce Merci. court épisode aujourd'hui, mais sympathique. Je te souhaite une bonne continuation et puis on continue bientôt quand il y a de Ouais, l'actu. on fait ça. On fait Merci. ça. Ciao, merci à toi. Ciao, ciao. Ciao, merci. Voilà, c'est la fin du 6e épisode de Géopocalypse, en espérant qu'il vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous partager, vous comprenez ce que je veux dire, partagez cet épisode, parlez-en autour de vous si ça vous intéresse, parlez-en dans vos groupes sur Facebook ou sur Internet en général.
N'hésitez pas à aller voir notre petit site internet, à aller voir la page YouTube Géopodcalypse, à aller consulter la page Yoni Ascola sur YouTube, où Yoni nous délivre des analyses en général assez condensées. Allez voir Help 99 si ça vous intéresse pour voir le projet dont on a parlé dans l'épisode précédent et pour aider à la campagne actuelle de Yoni. Voilà, et si cet épisode vous a plu, si notre projet vous plaît, n'hésitez pas à me contacter, à nous envoyer des messages, à vous faire connaître, etc. etc., etc. En vous souhaitant une bonne continuation, à bientôt, portez-vous bien.